Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Au lendemain de la sortie du ministre Modeste Kérékou, ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, nous avons avec lui fait le point de ses actions à la tête de ce ministère. Et justement, parlant de ces actions, le ministre a évoqué la question de l'Agence de développement pour la promotion ou l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Je reprécise, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Que fait cette agence? Votre émission s'est intéressée à la question. C'est pour ça que nous sommes allés rencontrer le directeur général de l'ADPME au siège de son institution. Laurent Gangbès, c'est donc notre invité pour ce dimanche. Avec lui pendant 52 minutes, si tout va bien. Nous allons apprendre à découvrir cette agence et à aborder également d'autres questions, notamment sur la vision économique du président Patrice Talon. Monsieur Laurent Gangbès, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de nous accepter ici dans les locaux de l'ADPME. Alors, parlons justement de l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Laurent Gangbès? Très concrètement, l'agence a vocation à être la maison de l'entreprise et des entrepreneurs. Notre rôle fondamental qui nous a été confié par le gouvernement, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs de notre pays, les petites et moyennes entreprises, puissent trouver en un endroit l'ensemble des réponses aux questions qu'ils se posent et l'ensemble des dispositions que le gouvernement a mis en place pour les accompagner dans le développement de leur business. Et donc, cette agence a été installée par le décret de mars 2022 qui confère justement un certain nombre de missions spécifiques à cette agence. Avant de parler des missions, M. Gangbès, si vous permettez, c'est quoi petites et moyennes entreprises? À quel moment peut-on parler des petites et moyennes entreprises comparativement aux grandes entreprises? Alors, les petites et moyennes entreprises se caractérisent par la loi, par le nombre d'employés et le chiffre d'affaires réalisé. Les petites et moyennes entreprises doivent réaliser un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards de francs CFA. Et là, elles sont petites et moyennes entreprises. C'est quand même énorme, 2 milliards, pour l'environnement qui est le nôtre. Absolument, c'est énorme. Mais ce qui est important, c'est non seulement de traiter les PME, mais toute idée d'entreprise. C'est-à-dire que nous recevons, par exemple, au niveau de l'agence, des personnes qui ont pas seulement déjà une entreprise constituée, mais qui ont des idées d'entreprise. Et donc, nous les recevons, nous travaillons avec eux pour faire émerger leurs idées de manière à ce qu'elles puissent concrétiser leurs idées par la création d'une activité, et nous devons nous assurer que ces entreprises-là ont des marchés, ont l'ensemble des éléments qui leur permettent en fait de pouvoir se développer, et nous avons un certain nombre d'outils à mettre à leur disposition pour leur permettre de réussir. Alors donc, si on vous comprend bien, il ne suffit pas seulement d'avoir déjà son entreprise constituée. À partir de l'idée d'entreprise, on peut venir vers vous pour que vous puissiez accompagner jusqu'à la création de l'entreprise. Absolument. Okay. Jusqu'à la création de l'entreprise, jusqu'au développement de l'entreprise. Et on a mis en place un dispositif qui permet justement d'assurer une veille économique, et on peut les suivre pendant des périodes qui vont 18 mois à 24 mois en fonction de la demande de l'entreprise. Et par ailleurs, compte tenu du fait que nous assurons de manière permanente l'accompagnement de ces entreprises, à n'importe quel moment de la vie de cette entreprise, ils peuvent venir nous solliciter pour que nous puissions régler les problèmes auxquels ces entreprises sont confrontées. L'idée de départ, c'est de mettre en place un guichet unique de tout ce qui peut permettre à une entreprise de se développer. Et donc, c'est vraiment cela, l'élément fondamental qui a conduit le gouvernement à mettre en place cette agence. Cette agence est le fruit de la liquidation, de la suppression de 7 autres agences qui avaient des responsabilités et des missions un peu éparses. À l'époque, ça avait créé polémique à l'époque. On n'avait pas compris pourquoi le gouvernement, après avoir créé autant d'agences... Absolument, absolument. C'est pour une efficacité de l'action publique en faveur du développement des entreprises. Et vous savez, ce qui manquait,
c'était un guichet qui permettrait de traiter l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises. Et le fait d'avoir des responsabilités au niveau des petites et moyennes entreprises, un peu éparpillées en termes de responsabilité sur différentes agences, ne permettait pas une optimisation de l'action publique en faveur du développement. Et une efficacité, d'ailleurs. Exactement, une efficacité. Et donc, non seulement nous sommes guichet unique pour rassembler les entreprises, ceux qui ont des idées, comment on peut les accompagner, il y a une écoute, il y a des dispositifs qui existent, des financements qui sont mis en place, mais également, nous constituons un guichet unique pour toutes les initiatives de tous les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans notre pays en faveur du développement des petites et moyennes entreprises. De manière très claire, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficient d'un certain nombre d'accompagnements des partenaires techniques et financiers. Parfois, ces accompagnements sont parfois contradictoires, parfois non complémentaires, parfois ce sont des dispositions qui sont mises en place par les partenaires techniques et financiers dont on peut se demander s'il y a une réelle efficacité à l'issue en fait des différents programmes. Et donc l'idée, c'est d'avoir en fait cette agence qui va être le catalyseur de toutes les initiatives des partenaires techniques et financiers dans ce domaine de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'idée, c'est bien évidemment que la dépense publique, parce que même lorsqu'il s'agit des partenaires techniques et financiers, c'est quand même de la dépense publique, soit optimisée au service du développement des petites et moyennes entreprises. Alors, à quelles conditions on vient vers vous, Monsieur Laurent Gambès? C'est sûr que les téléspectateurs qui vous suivent, les auditeurs qui vous écoutent, sont certainement intéressés, surtout les jeunes qui ont des initiatives de création d'emplois. Alors, à quelles conditions on vient vers vous pour vous solliciter? Il suffit d'avoir une idée d'entreprise. Simplement? Tout simplement. Tout simplement. Soit on a une idée d'entreprise, on se dit, mais non, j'ai une formation dans tel domaine, ou j'ai une compétence dans tel domaine, ou j'ai une idée de développer un business dans tel domaine, ou au cours d'une conversation, je me suis aperçu avec des entreprises qu'il y avait un besoin de sous-traitance dans tel domaine pour le compte d'un certain nombre d'entreprises. À partir de là, vous pouvez réfléchir sur ce projet. Si vous n'avez pas la capacité, justement, de monter le dossier qui permet de soumettre un dossier complet à la DPME, nous avons des collaborateurs sur place qui sont capables de discuter avec vous, d'échanger avec vous, de faire émerger votre idée et de mettre à votre disposition ce qu'on appelle, nous, une structure d'accompagnement des entreprises. Et cette structure d'accompagnement va vous aider à constituer votre dossier pour que nous puissions l'intégrer. On va qualifier votre dossier et on va l'intégrer dans notre processus d'accompagnement qui va permettre à votre dossier d'être présenté à un comité au sein de l'Agence de développement des PME, comité qui, bien évidemment, regroupe la Chambre de commerce, le patronat, le Fonds national de développement agricole et le personnel de l'ADPME dédié, où votre dossier sera présenté et vous viendrez vous-même défendre votre dossier avec la structure d'accompagnement que nous avons mis à votre disposition pour vous aider à monter votre dossier. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de filtre lorsqu'on vient vers vous? Est-ce qu'il n'y a pas de considération spécifique? Parce que comme vous vous exprimez comme ça, on a le sentiment que c'est largement ouvert et que des parties clients peuvent venir avec un dossier et puis vous mettez à travailler avec cette personne, vos services, vos équipes. Il n'y a pas vraiment un filtre réel. Le seul filtre, c'est d'avoir une idée d'entreprise. C'est le seul filtre. Nous avons des collaborateurs qui vous reçoivent, qui discutent avec vous, qui qualifient votre demande et qui passent cette demande-là. Ils font en sorte que ils rédigent en fait une note qu'on transmet en fait à ceux des conseillers d'entreprise qui vont recevoir cela, qui vont également travailler dessus, vous poser un certain nombre de questions et votre dossier va monter. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que 2 mois après que vous soyez venu à l'Agence de développement des PME avec une idée ou avec un projet, nous soyons en capacité de vous donner une réponse sur l'accompagnement que nous sommes en capacité de vous donner. Et tout ceci gratuitement, c'est ça? Bien évidemment, gratuitement. Nous sommes un service public. Oui, mais il y a des services publics dans lesquels on paye pour avoir accès aux services publics. Pas du tout. Ici, on doit donner quelque chose. Ah non, ici, nous travaillons en toute équité et transparence. Nous sommes là pour accompagner les entreprises. Nous ne sommes pas là pour faire en sorte que les entreprises puissent payer
quelque chose pour accéder à un service. C'est un service public. L'idée de l'État, c'est de faire en sorte que si les entreprises se développent, c'est notre pays qui se développe. Et donc, la stratégie du gouvernement, c'est de se dire que le pays ne pourra se développer que si on s'appuie sur le secteur privé. À partir du moment où on a ces éléments en tête, nous devons tout faire pour faire émerger un secteur privé de manière à se constituer une masse critique d'entreprises performantes qui permet en fait de résister à tout ce qui se passe autour de nous. Vous savez que nous sommes dans un environnement au niveau de notre pays où nous avons des grands voisins, mais on ne produit pas tous la même chose. Et donc l'idée, c'est bien évidemment de faire en sorte que notre environnement qui est fluctuant en termes, je dirais, de difficultés parfois économiques, impacte le moins possible la capacité de notre pays à résister économiquement à tout ce qui se passe autour de lui. Et par conséquent, faire du Bénin vraiment un pays de service, comme on l'aurait souhaité, c'est ça? Justement non. Beaucoup d'acteurs la stratégie du gouvernement aujourd'hui être un pays de service. Vous avez raison, mais c'était la stratégie qui était poursuivie jusqu'à présent. Et donc, nous nous sommes découverts réellement une capacité à être un petit pays, mais à être un grand pays sur le plan industriel. Et donc, l'idée que nous poursuivons, c'est le Bénin produit énormément de produits agricoles. Et le Bénin a vocation, compte tenu de sa situation, à produire, transformer sur place et à vendre à tous les pays qui entourent le Bénin. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan de la politique économique, le gouvernement a choisi de transformer tout ce que nous produisons dans notre pays. C'est un choix politique très clair, parce que nous voulons changer fondamentalement les déterminants de notre économie. Et pour changer cela, nous sommes aujourd'hui, le Bénin, une économie de commerçants, de relations, et nous voulons conserver ça, sans doute, mais faire en sorte que nous devenions une économie industrielle. Et parce que l'industrie a cette capacité de pouvoir employer beaucoup de personnes, de pouvoir élever le niveau de qualification technique de nos jeunes, et bien évidemment d'avoir une capacité de valeur ajoutée beaucoup plus élevée que si nous nous limitons simplement à produire et à vendre nos productions. Je vais revenir tout à l'heure, M. Dagbais, si vous le permettez, sur les domaines spécifiques d'activité. Mais puisque vous parlez d'industrie, il est important que nous puissions quand même faire un petit parallèle. Il y a beaucoup de Béninois qui pensent que le Bénin ne saurait être un pays industriel, si vous voulez, parce que justement, on n'a pas réglé la question de l'énergie électrique. Comment est-ce possible d'être un pays à forte industrialisation alors que en matière d'énergie électrique, on peine à décoller réellement? Quelle réponse vous donnez à ces gens? Vous avez raison, parce que le coût de l'énergie électrique est un déterminant des prix de production. C'est le prix de l'énergie qui est déterminant. Vous savez, il y a des pays comme les États-Unis où le coût de l'énergie électrique est très faible. Et donc, c'est ça qui a permis en fait l'émergence de l'économie américaine. Mais dans notre pays, justement, nous avons tenu compte de cet élément-là. C'est la raison pour laquelle la zone économique spéciale de Glodjig-Bey a été pensée pour avoir des coûts de revient, de production qui soient limités et que ça ne soit pas obéré par le coût de l'énergie électrique. C'est la raison pour laquelle il y a une centrale qui est en cours de construction au sein de la zone économique spéciale de Glodjig-Bey pour justement permettre aux industries qui s'installent d'avoir un coût de revient du kilowattheure qui soit inférieur à 60 francs CFA le kilowattheure. Vous et moi, lorsque nous achetons l'énergie électrique dans nos foyers respectifs, nous sommes à 120, 130, 140, 150 francs TTC, le coût du kilowattheure. Dans la zone économique spéciale de Glodjig-Bey, ce coût sera limité à 60 francs CFA le kilowattheure pour toutes les industries qui s'installent. Donc, vous voyez bien qu'on a tenu compte, en fait, de cet élément déterminant dans les coûts de production
pour installer les industries de transformation. Et ça n'a pas d'impact sur les foyers domestiques en dehors de la zone, parce que ce que vous dites là, c'est au cœur de la zone. Mais Tout à après, fait. le problème de l'énergie électrique se pose de façon accrue en dehors de la zone aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de réponse à ça? Si. Alors, le sujet sur l'énergie électrique, il est pas très compliqué. Lorsque le gouvernement est arrivé, le gouvernement a investi massivement sur la centrale de Maria-Gleta. Il y a un autre projet de construction de centrale de 145 mégawatts en cours également. L'idée, c'est de faire en sorte que, en termes de quantité, nous soyons autosuffisants. Okay. Le fait d'être autosuffisant, ça permet, vous savez, les petites activités, des tailleurs, des soudeurs, et ce sont des petits métiers qui permettent à des compatriotes, des jeunes, des femmes, de pouvoir survivre et de pouvoir développer un peu leurs activités. Donc, il faut faire en sorte que la population et tous les petits métiers de l'artisanat puissent disposer de la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner en fait leurs activités. Ça, c'est donc la quantité, notre capacité à produire l'énergie. Deuxièmement, il y a le sujet également de la qualité de l'énergie électrique. Et là, le gouvernement est en train d'investir massivement sur tout ce qui est transport d'énergie, en mettant, ça c'est notre difficulté. Tout ce qu'on met en place aujourd'hui, toutes les difficultés que nous avons, n'est pas lié à la capacité, n'est pas lié au nombre de kilowattheures disponibles, mais à la qualité du réseau électrique. Et le gouvernement est en train d'investir massivement pour assurer la qualité de l'énergie électrique. Troisièmement, il se pose la difficulté en fait du coût d'accès à l'énergie électrique. Ouais. Le coût, bien évidemment, est un déterminant de l'inflation. C'est-à-dire que vous vivez mieux si vous payez moins d'électricité, vous pouvez consacrer plus de revenus, vos revenus à autre chose. Tout est lié. Et donc, l'idée là, c'est de faire en sorte qu'un mix énergétique doit permettre de pouvoir avoir des coûts de revient du kilowattheure beaucoup plus faibles, parce que le coût d'accès à l'énergie renouvelable, notamment le solaire, est beaucoup plus faible que l'énergie fossile. Et donc, le gaz également est beaucoup moins cher que le fuel domestique. Donc, le combustible pour pouvoir faire marcher en fait nos centrales sont des déterminants du coût de revient du kilowattheure d'énergie. Et bien évidemment, tout ça est important pour le développement des petites et moyennes entreprises et des industries qui s'installent dans la zone économique spéciale de Glodjigbe, notamment. D'accord. Nous allons, si vous le permettez, revenir à l'ADPME. Monsieur Laurent Gangbès, est-ce que pour les idées d'entreprise ou les entreprises déjà, les petites et moyennes entreprises qui existent, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous prisez dans votre politique? Bien évidemment. Nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une cohérence globale dans l'action publique. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que les projets que nous poussons le plus sont des projets qui ont un lien avec le programme d'action du gouvernement. Vous savez que le gouvernement a identifié des priorités. L'hôtellerie, la restauration, le tourisme c'est un secteur qui est prioritaire. Tout ce qui est numérique, le digital, c'est prioritaire. Tout ce qui concerne également le bâtiment et travaux publics, compte tenu des investissements importants du gouvernement dans le domaine de la construction, des infrastructures, est un élément important également. Enfin, last but not least, l'agroalimentaire, qui est vraiment un secteur d'avenir très important pour notre pays. Notre pays est, de manière native, investit énormément dans l'agriculture. Beaucoup de nos concitoyens vivent de l'agriculture. Et donc, l'idée est de faire en sorte que on essaye de transformer tout ce que nous produisons. Et vous aurez remarqué que toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de ce secteur, notamment bientôt le 31 décembre 2024, l'interdiction d'importation de volailles surgelées. D'accord, parce qu'on veut faire la promotion de la production locale. Et à cet égard-là, nous recevons énormément de demandes de jeunes entrepreneurs dans ce secteur-là pour justement prendre la place qui va être laissée vacante par le fait qu'on va réduire en fait les importations de produits surgelés. Et donc, ça crée un appel d'air pour des projets de développement d'entreprises
Et nous avons énormément de jeunes qui viennent nous voir pour voir comment on peut les accompagner à développer leur exploitation, certains pour produire des poulets d'un jour, certains pour produire de la provende, certains pour produire, bien évidemment, des poulets de chair. Et donc, on a petit à petit une économie qui se met en place sur toute la filière de l'aviculture. Nous importons chaque année à peu près entre 110 et 120 000 tonnes de volailles surgelées que nous importons dans notre pays, souvent pas de très bonne qualité. Oui, absolument. Ouais. Alors que nous ne consommons que 20 000 tonnes de volailles surgelées par an. Nous, le Bénin. Donc en fait, on peut couvrir le marché normalement. On devrait pouvoir couvrir nos marchés, mais également couvrir tous les marchés de la sous-région. Parce que notre port accueille les 110 à 120 000 tonnes, mais comme il n'y a que 20 000 tonnes qui sont consommées par les Béninois, le reste sont exportés dans les autres pays de la sous-région. Donc, il y a fondamentalement un gisement d'entrepreneuriat et un gisement d'emploi dans le secteur de l'aviculture, et c'est cela que le gouvernement veut capter en allant vers l'interdiction d'importation de la volaille surgelée. Oui, mais apparemment, vous avez beaucoup d'argent par ici, Monsieur Laurent Gangbès, parce que quand on vous entend, quand on voit un peu les ambitions, les accompagnements que vous prévoyez, il faut des moyens financiers pour y arriver. Où est-ce que vous trouvez cet argent? Mais c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État. C'est combien de milliards? On a entendu parler de 100 milliards à peu près? Non, pour l'instant, nous n'avons pas encore 100 milliards. Nous espérons bien aller dans ce sens-là. Vous en avez combien? Si ce n'est pas un secret. Parce que souvent, on fait un peu de fétichisme autour de l'argent dans ce pays. Non, il n'y a pas de fétichisme. Aujourd'hui, dans ce que nous avons fait, nous avons à peu près 32 millions d'euros. 32 millions d'euros que nous consacrons justement à l'accompagnement des entreprises. Ça fait combien en CFA? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Quand vous dites 32 millions d'euros, moi j'ai compris, certains ont compris. Allez-y, dites les milliards. Ça fait 10 millions d'euros, ça fait 6 millions et demi. 6 milliards et demi fois 3, bon, on est à peu près à 18 milliards, 19 milliards. Absolument, absolument. Et ça, c'est pour le gouvernement va voir un peu comment nous utilisons ces milliards, va voir l'impact sur l'économie, si nous impactons réellement l'économie. Et le ministre de l'économie et des finances, M. Romuald Wadani, nous a bien dit que si ça se passait comme nous l'avons dit, l'État était ouvert à augmenter en fait la dotation de l'Agence de développement des PME au service en fait des PME. Voilà. Et par ailleurs, vous savez très bien que ce que nous sommes en train de faire, le fait de développer les PME va créer beaucoup d'emplois et va créer des activités, va créer de la valeur pour le bien en fait de nos concitoyens. D'accord. Et donc c'est très important pour nous que nous engagions résolument dans l'accompagnement des entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ce ne sont pas, il n'y a pas la création de valeur, la création de richesse ne peut provenir que des entreprises. Et donc nous devons les accompagner, nous devons les aider en veillant bien évidemment à ce que cet argent soit bien utilisé. Et que nous fassions attention. Vous savez, dans notre pays, il y a souvent des personnes qui recherchent en fait les subventions et qui n'ont pas d'activité. Oui, donc nous devons veiller. On va parler justement de l'organisation que vous mettez autour de ça pour suivre, pour avoir une traçabilité des investissements que vous faites. Alors, M. Gangbès, vous avez déjà accompagné combien de PME à peu près? Est-ce que depuis 2022, je pense que c'est en 2022 que la fusion a eu lieu. Tout à fait. Vous avez déjà accompagné combien de PME, par exemple? Alors, lorsqu'on monte une nouvelle agence, qui est la résultante de la liquidation de 7 autres agences, et la mise en commun de l'ensemble des missions de ces agences au sein de l'ADPME, il faut un peu de temps pour structurer cela. On a dû travailler sur la gouvernance, on a dû travailler sur les objectifs, année par année. On a travaillé également sur la structuration. On a travaillé sur la cartographie des risques, le manuel de procédure, le manuel des opérations, pour faire en sorte que nous soyons prêts à répondre aux objectifs du gouvernement. Le gouvernement nous a donné comme objectif d'accompagner en 3 ans 550 entreprises. 500, nous devons accompagner de manière, je dirais, complète 550 entreprises en 3 ans. Et cette année, nous avons comme objectif
d'accompagner 150 entreprises. Seulement, c'est pas beaucoup. C'est énorme. Pourquoi? Oui. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de leur donner de l'argent. Il ne s'agit pas simplement de leur faire une étude de marché. Il ne s'agit pas simplement de former un dirigeant d'entreprise ou de former son équipe. Lorsque nous intervenons, nous prenons l'entreprise à 360 degrés. C'est-à-dire que nous faisons un diagnostic de l'entreprise. L'entreprise peut venir nous dire, bon, moi je pense que j'ai besoin d'une étude de marché parce que je veux attaquer ce marché-là. OK, on met à sa disposition une structure et on fait un diagnostic à 360 degrés qui nous permet de dire, cette entreprise, son secteur d'activité, son marché, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Si cette entreprise rentre dans le dispositif, elle est capable d'assurer 10% du marché, 20% du marché, 30% du marché. Okay. Et nous faisons cette analyse-là. Une fois qu'on a fait cette analyse-là, on définit avec l'entreprise comment on l'accompagne. Quels sont les outils qu'on va mettre en place pour l'accompagner? On va peut-être l'accompagner, l'entreprise, pour structurer son business, parce que, vous savez, il y a des chefs d'entreprise qui sont techniquement très très bons sur les produits, mais en termes de management, ils ne savent pas faire. Okay. Donc, nous devons mettre à leur disposition l'ensemble des outils qui leur permettent en fait de se muscler pour être en capacité sur le management de gérer leur business. Il y a des entreprises qui sont très très bons en matière de management, de gestion, qui ont fait des études de gestion et qui sont capables. Mais techniquement, ils n'ont pas les ressources humaines qui leur permettent, en fait, soit ils n'ont pas les ressources humaines, soit ils n'ont pas le partenaire technique qui est capable, qui connaît le secteur d'activité et qui est capable, en fait, de les aider à développer leur business. Vous leur apportez tout ça? Nous leur apportons tout ça. Notre ambition, c'est de faire en sorte que ce diagnostic qui est fait sur l'ensemble des déterminants de l'entreprise nous conduit à proposer à l'entreprise un certain nombre d'interventions, mais complets. On signe un document entre la structure d'accompagnement qu'on va missionner, l'entreprise et l'agence de développement des PME, et on suit ça sur 18 mois. Et il y a des indicateurs de performance que nous mettons en place auprès de la structure d'accompagnement que nous avons, qui est notre prestataire, nous avons missionné, et qui permet de nous assurer que la structure d'accompagnement a bien fait son travail parce que l'entreprise est passée de ce niveau à ce niveau. D'accord. Et donc, ce sont les éléments que nous mettons, vraiment c'est ce qui est innovant dans la démarche du gouvernement, c'est d'abord, on fait un diagnostic complet, on n'intervient pas sur un déterminant ou deux déterminants de l'entreprise, on intervient sur tous les déterminants de l'entreprise. Ça, c'est novateur, ça n'existe pas ailleurs. Donc, c'est complet. Deuxièmement, ce que nous faisons, et qui est novateur également, c'est que nous assurons que l'entreprise est d'accord, la SAE est d'accord, et que l'agence de développement des PME est d'accord, et nous mettons en place un cadre avec du pilotage, du suivi régulièrement, on suit l'entreprise, des indicateurs de performance et du contrôle. Et c'est ça qui doit nous assurer que l'entreprise que nous accompagnons existe réellement. D'accord, parce que ça, c'est notre problème. Ah oui, mais là, ça vous prend beaucoup de temps pour le faire. Ça veut dire qu'au bout de votre action, enfin, depuis que vous êtes là, on ne peut pas avoir un point précis du nombre d'entreprises que vous avez accompagnées. Nous, on accompagne les entreprises au quotidien, parce que certaines entreprises viennent nous voir, elles n'ont pas besoin de financement, elles ont juste besoin qu'on les aide à pénétrer tel ou tel marché. Ça on le fait, il n'y a pas de difficulté. Okay. Mais le dispositif n'est pas complet. Mais le dispositif complet que nous mettons en place doit nous conduire au 31 décembre 2024 à avoir accompagné 150 entreprises. C'est dans 2 mois. Absolument. Hier, nous tenions ici même un comité de sélection où nous avons validé 8 entreprises pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Et donc, toutes les semaines, nous tenons ici des réunions du comité de sélection qui nous permet justement de valider ou de corriger un certain nombre de dispositifs présentés par les entreprises. Les entreprises viennent défendre en fait leur dossier au niveau de la DPME. Il est de l'autorité publique que c'est pas la première fois que l'État accompagne des entreprises, c'est pas la première fois que l'État met de l'argent à la disposition d'entreprises, mais souvent il y a mauvaise gestion, souvent les gens ne remboursent pas. Est-ce que chez vous on rembourse l'argent? Si oui, par quel mécanisme? Et une autre question qui vient en même temps, si les gens ne remboursent pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, chez nous, on va rembourser l'argent. On rembourse? Absolument. Parce que il y a on a un dispositif qui permet, pour des entreprises qui naissent,
notamment de donner des subventions. C'est-à-dire, la subvention peut aller jusqu'à 16 millions de francs CFA. Ça, c'est une avance non remboursable. À fond perdu. Non remboursable, à fond perdu, c'est prévu par le projet. D'accord. Parce qu'une jeune start-up qui naît, on ne va pas mettre sur sa tête aujourd'hui un crédit. Et vous savez, le modèle économique de ces start-up est tel que il n'y a pas de gros investissements en équipement. Ouais. Et donc, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir en fait une cagnotte qui leur permet en fait de lancer leur business. Il y a des entreprises qui sont en croissance, ou qu'on veut voir croître, où nous avons la capacité de donner un financement, un prêt à 3,5% sur une durée de 7 ans. Ce qui permet justement à ces entreprises de pouvoir compléter le prêt qu'ils peuvent avoir eu au niveau de la banque, Okay. ou ils peuvent venir nous voir pour nous demander de les aider à obtenir en fait du financement bancaire. Et nous, compte tenu des accords que nous avons avec les banques, nous faisons l'ingénierie du projet, l'ingénierie du financement du projet. Nous mettons en place notre quote-part d'accompagnement technique et financier. Financier. Et non, pas besoin de caution. On va chercher la banque. On va demander à la banque de rentrer dans le dispositif. Oui, en fait, vous vous portez garant, c'est ça? On se porte garant parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs de garantie qui existent et que nous essayons de solliciter pour permettre justement à la banque de venir en complément du prêt que nous faisons. Et vous savez que la banque ne fait pas les mêmes prêts que nous faisons. Nous, c'est 3,5%, c'est une durée de 7 ans. Et la banque, les taux sont beaucoup plus importants. Mais la relation de confiance que nous nouons avec les banques font que les banques, aujourd'hui, sont prêtes à nous accompagner, à accompagner les entreprises que nous accompagnons avec des taux qui sont entre 8,5% et 9%. Et donc, vous voyez, si on fait... si on essaye de regarder en fait sur toute la ligne de crédit, on peut être à des taux moyens de 6,5% en prenant l'accompagnement complément de prêt que fait la banque et le prêt que fait en fait la DPME dans le cadre de son programme PAEB. Et on peut avoir en fait des taux ou des term sheets en matière d'accompagnement financier qui sont vraiment très, très, très intéressants pour l'entreprise. Donc, il faut être très clair, l'argent est à rembourser. L'argent est à rembourser. Et quand on n'en rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Mais on le sait. Parce qu'on a vu par le passé des gens qui ont pris de l'argent qui n'ont pas remboursé et rien ne s'est passé. Alors, là, à mon avis, ça c'était avant. Le ministre Kérékou peut vous en dire un mot. Bien sûr, bien sûr. Il sait de quoi nous parlons. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, donc ça c'était avant. Ça c'était avant. Je pense qu'aujourd'hui, oui, la transparence que nous mettons en fait dans le dispositif et le dispositif de contrôle que nous mettons devrait théoriquement nous éviter ce type de piège. Mais on n'est pas à l'abri qu'un projet ne se développe pas ou qu'un retournement du marché fait que le marché qui avait été prévu ne permette pas en fait à l'entreprise de pouvoir se développer. On n'est pas à l'abri. Vous avez vu, on a eu le problème avec, nous avons le problème de fermeture des frontières. Et ça a sans doute un impact sur les entreprises. Si les entreprises étaient engagées en fait dans un dispositif comme cela, vous voyez bien qu'ils auront des difficultés. Exactement, exactement. Si ce n'est que ces chocs-là, on peut traiter, mais ne pas rembourser pour des raisons, je dirais, personnelles, de confort personnel, ou ne pas rembourser parce qu'on veut échapper à tout ça et qu'on a monté en fait un tel dispositif, à mon avis, ça va être plus compliqué parce que nous mettons vraiment une attention particulière dans le choix des entreprises à accompagner, que ces entreprises existent réellement et que nous pouvons attester qu'il y a un vrai projet derrière, un vrai projet de développement derrière, et nos services travaillent avec l'ensemble des services de l'écosystème pour s'assurer que ce projet est un projet potentiellement qui a de l'avenir et qu'on peut vraiment mettre de l'argent sur ce projet. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un mécanisme de coercition? Est-ce qu'il n'y a pas, parce que ce que vous dites là, vous laissez des marges d'erreur. Il peut arriver donc que les gens ne remboursent vraiment pas et que finalement ne craignent rien du tout à ne pas rembourser. Mais si vous ne remboursez pas parce que l'entreprise a été confrontée à des chocs exogènes qui ne dépendent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment vous évaluez le choc exogène? Parce que, vous savez, le dispositif qu'on met en place doit permettre, comme on suit les entreprises, dans lequel
on a mis de l'argent ou qu'on a prêté de l'argent à ces entreprises, lorsqu'on les suit, on peut s'assurer que l'entreprise ça se déroule tranquillement, sans difficulté. Ce qu'on a prévu que l'entreprise fasse en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, en termes de recrutement, ben ça se déroule normalement. Il n'y a pas de difficulté. Mais vous savez, dans une entreprise, dans un entrepreneuriat, dans un business, vous ne pouvez jamais être sûr à 100% que ce que vous mettez dedans va permettre à l'entreprise de se développer. Si on arrive à avoir 80% de ceux à qui on prête de l'argent, qu'on accompagne, on met en place tout ce dispositif d'accompagnement, si on arrive à faire en sorte que 80% remboursent et que 80% de ces entreprises se développent, je pense qu'on aura rendu service au pays et surtout rendu service aux jeunes et à tout l'écosystème de l'entrepreneuriat dans notre pays. D'accord. Alors, M. Laurent Gangbès, une question de curiosité. D'ailleurs, nous vous posons beaucoup de questions dans ce sens-là. Quelle différence y a-t-il entre votre agence et le Fonds national de microcrédit, par exemple? Et le Fonds national de microcrédit? Bien sûr. Bien évidemment, le Fonds national de microcrédit, c'est un fonds. Ce n'est pas une agence classique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prêtent du microcrédit et on n'est pas forcément dans les mêmes montants. D'accord. Nous avons un dispositif d'accompagnement complet, technique. Nous sommes en capacité de mettre à la disposition des entreprises, on peut mettre à la disposition en fait des experts qui vont travailler avec eux pour développer une activité. Je prends un exemple, il y a une entreprise dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie de très très haut niveau qui nous a demandé d'être accompagné parce qu'il veut développer son business vers Ouida. Et c'est une très bonne idée parce que nous sommes en train de mettre en place en fait à Ouida une station balnéaire avec beaucoup de tourisme et donc on va l'accompagner. Mais elle demande en fait en termes d'accompagnement qu'on fasse venir un expert international pour former en fait son personnel. Et donc, l'approche que nous avons, c'est bien évidemment de dire oui, c'est une bonne idée. Vous voyez, c'est pas un accompagnement financier que nous demande. Absolument, oui. Je veux me développer, mais je veux que mon personnel soit formé, mais à très haut niveau. Et donc, ce que nous mettons en place avec cette structure, c'est simplement une formation, mais on va appeler en fait tous ceux qui peuvent être intéressés par la formation dans ce domaine et pas simplement l'entreprise. Pour faire d'un coup. Absolument. Donc, on va former beaucoup plus de personnes dans ce secteur-là et on va amortir le coût. D'accord. Le coût, en fait, de cet expert international qu'on va faire venir ici pour former, en fait, une pierre, le personnel. plusieurs coups. Absolument. Parce que nous sommes une agence publique et nous gérons des fonds publics. Donc, nous devons veiller à ce que ces fonds publics soient le mieux utilisés possible. Et donc, vous voyez une demande privée d'accompagnement qui va se traduire, en fait, par un dispositif qu'on va mettre en place pour former beaucoup plus de monde. D'accord. Une question importante, je le dis, parce que souvent aussi, ça fait partie des récriminations que l'on a. Nous sommes dans un pays où l'environnement est partisan, on le dit souvent. Est-ce qu'un jeune qui est contre la gouvernance du président Patrice Talon, qui le dit vertement, reconnu comme tel, et il y a un projet à financer, peut valablement venir vers vous, espérer que vous l'accompagnerez malgré ses positions politiques? Mais nous on travaille en toute transparence et équité. Rien n'est marqué sur le front des personnes lorsqu'ils viennent à l'agence de développement. Il y a des gens qui ouvertement, qui publiquement. En tout cas, moi je les connais pas. Moi, Vous la connaissez pas? On juge un projet. Oui. On juge un projet. Est-ce que ce projet a la capacité? Pas le porteur du projet. Bien sûr, le porteur de projet est important en fait dans la réussite du projet. Oui. Mais on juge la capacité en fait de ce projet à développer une activité qui va créer de la valeur. C'est ça que nous jugeons. Si la personne, nous voyons que la personne, elle n'est pas dans le business, mais dans autre chose, je veux dire, comme toute personne qui vient à l'agence de développement des petites et moyennes entreprises et qui sollicite un accompagnement, si nous voyons que cette personne n'a pas les capacités techniques de développer un business, mais nous n'allons pas l'accompagner, nous n'allons pas mettre de l'argent en sachant très bien que cet argent va être mal utilisé et ne pas être forcément utilisé pour faire ce pourquoi la personne est venue nous voir. Donc, nous tenons compte de tout ça. Et puis, ce sont les paramètres qui sont techniques, purement techniques. Il y a rien derrière.
Ce que nous Il n'y a rien de subjectif derrière. Absolument pas, absolument pas. Les 900, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour que les gens, ceux qui ont des projets, puissent présenter des dossiers. On a eu plus de 900 dossiers. Sur ces 900 dossiers, on a sélectionné 545 dossiers. Sur ces 545 dossiers, on a classé ces dossiers par ordre. Ouais. Et c'est dans ces 545 qu'on a pris 150 qu'on décide d'accompagner cette année. Mais il y a rien derrière. C'est en toute transparence et équité. Ce sont les projets que nous jugeons. Et après, ces projets vont passer en comité de sélection. Et là, on va discuter, dialoguer avec la structure d'accompagnement que nous avons mis sur le dossier et avec l'entrepreneur. Et on va discuter, échanger. Si le projet nous paraît pertinent et de nature à créer de la valeur, nous allons valider le projet. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une voie de recours pour quelqu'un qui voit son projet rejeté? Vous rejetez vos projets, est-ce que j'ai la possibilité de faire des recours par rapport au rejet de vos projets? Absolument. Chaque rejet de dossier, à la limite, pour nous, ce n'est pas un rejet de dossier. C'est-à-dire, c'est un dossier qui est incomplet ou c'est un dossier que nous jugeons que, compte tenu de sa nature, si quelqu'un veut investir pour importer des poulets surgelés, on va lui dire que le marché va se tarir bientôt parce que peut-être que nous aurons en fait une augmentation des taxes à l'importation de ces produits et donc ça n'a pas d'avenir. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et dans ces conditions, on va lui dire non, ce projet, mais on va le lui écrire. C'est-à-dire que notifier et lui dire, par contre, on reste à sa disposition s'il a un autre projet, nous sommes prêts à étudier ce projet. Il y a certains projets où, en fait, les documents que nous demandons ne sont pas complets. Et donc, à la limite, on ne rejette pas. On dit il faut compléter ce dossier par tel ou tel élément. Et donc, toutes les personnes qui n'ont pas été retenues dans le cadre de cet appel à projet que nous avons lancé vont recevoir un courrier dans lequel on va leur dire voilà ce qui manque à votre dossier. Vous pourrez toujours vous rapprocher de l'agence de développement des petites et moyennes entreprises pour pouvoir compléter votre dossier et nous serons prêts à vous accompagner. Voilà, vous avez parlé abondamment des structures d'accompagnement, des partenaires, tout ça. Comment vous les sélectionnez, les structures d'accompagnement? Sur quelle base ces structures sont retenues? Non, absolument, vous avez raison, parce que pour nous, comme nous sommes dans le faire-faire, pour nous, c'est l'élément déterminant de la mise en œuvre de notre politique d'accompagnement des PME. Ce n'est pas les collaborateurs de la DPME qui vont rentrer dans l'entreprise et qui vont travailler sur chaque dossier de l'entreprise. Nous travaillons avec des prestataires qui sont identifiés comme structures d'accompagnement des entreprises. Et ces prestataires, nous les sélectionnons. Nous avons lancé un avis à manifestation d'intérêt. Il y a 45 structures, cabinets, consultants qui ont postulé et nous en avons retenu 12. D'accord. Sur ces 12, nous avons affecté, à chacun de ces 12, nous avons affecté les 150 entreprises que nous avons sélectionnées. Et donc, chaque structure d'accompagnement il y en a qui ont 8, il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 12, il y en a qui ont 15, et ils travaillent sur ces dossiers avec les porteurs de projets et vont nous venir toutes les semaines nous présenter les dossiers afin que nous puissions valider un certain dossier et engager le processus d'accompagnement et donc décaisser les fonds qui permettent justement à ces entreprises de pouvoir disposer de l'accompagnement de la DPME. On voit bien que les choses sont structurées, mais à vous entendre, est-ce que les jeunes peuvent encore continuer à déposer des dossiers? Parce qu'apparemment, vous avez déjà fait les sélections. Est-ce que les gens peuvent continuer? Tous les jours, des personnes viennent déposer des dossiers. En fait, nous avons lancé cet appel à candidature pour dire, ça y est, l'agence est opérationnelle et vous pouvez déposer votre dossier. Voilà ce qu'on vous propose. Donc, on a lancé ça pour dire, OK, l'agence est disponible. Mais notre mission, elle est permanente. D'accord. Elle est tout le temps. Aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, tous les dossiers peuvent être déposés. Et nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui s'appelle IPME, qui permettra à toutes les personnes, quel que soit le lieu où ils se situent, sur le territoire national, dans le nord, dans l'est, dans le sud, de pouvoir déposer en ligne leur dossier. Autrement, l'agence n'a pas de représentation dans les départements. L'agence n'a pas de représentation physique dans les départements. Normalement, les premiers modules qui vont permettre aux
tous les entrepreneurs, toutes les PME, partout sur le territoire national, de déposer leur dossier, sera disponible au plus tard janvier 2025. D'accord, très clairement. Alors, Monsieur Laurent Gangbès, avant d'atterrir ici à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, vous avez séjourné quelques années à l'APIEX. Je m'en voudrais de ne pas parler de l'APIEX, même si vous n'êtes plus là aujourd'hui, puisque vous êtes là, parce que quand vous étiez là, j'avais eu l'occasion de vous interviewer, donc j'en profite pour le faire. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le point du nombre d'emplois, ou du nombre d'entreprises, de sociétés créées au Bénin, est-ce que vous avez le sentiment que les Béninois créent des entreprises réellement? Parce que beaucoup disent que il n'y a plus vraiment d'entreprises dans le pays et que beaucoup de Béninois, par exemple, créent des entreprises au Togo, en Côte d'Ivoire, parce que l'environnement ne favorise pas la création d'entreprises. Pour le passage qui a été le vôtre, est-ce que les gens ont raison de penser cela? Non, je pense que les gens ont tort de penser ça. Lorsque je suis arrivé à l'agence de promotion des investissements et des exportations, vous voyez, je me mélange un peu. Absolument. On créait à peu près 14 000 entreprises par an. 14 000 entreprises étaient créées par an. Et pour créer son entreprise, il y avait beaucoup de difficultés pour créer l'entreprise, parce que les procédures n'étaient pas fluides, il y avait l'organisation n'était pas très adaptée. Et donc, ce que nous avons fait, c'est on a beaucoup investi dans l'organisation et beaucoup investi en fait dans l'outil. Hein? Et donc, on a mis en place en fait un outil qui s'appelle monentreprise.bj. C'est une plateforme qui permet de créer son entreprise partout sur le territoire national. Et on a travaillé avec la Chambre de commerce également pour avoir sur le territoire national des représentations de l'agence. Hein, donc on a démultiplié l'agence au niveau du territoire national. Et aujourd'hui, vous pourrez vérifier au niveau de l'APIEX, il y a à peu près plus de 50 000 entreprises qui sont créées par an. Par an. 50 000 entreprises. Il y a un bon. En fait. Énorme, énorme. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une fausse information. Hein. Les Béninois créent leur entreprise. La question, c'est de savoir, et la répartition de cette entreprise, il y a à peu près 11% d'entreprises personnes physiques, c'est-à-dire des entreprises individuelles, et à peu près 90% d'entreprises personnes morales, sociétés anonymes, etc., SARL, etc. Donc, voilà la répartition. Et les Béninois créent énormément d'entreprises et il faut sans doute aller encore plus loin et rassurer ceux qui ne créent pas les entreprises en leur disant que c'est pas parce que vous créerez votre entreprise que vous aurez maille à pâtir avec les impôts. Parce que ce qui freine souvent, c'est le ressenti, c'est que si je crée mon entreprise, je deviens public et les impôts peuvent venir... mais en même temps, je n'ai pas un temps d'observation. Il y a des charges fixes qui sont là et puis on vous impose dès la première année et tout ça. Oui, ça fait que les gens reculent. Tout à fait, mais sans doute, il y a un défaut de communication de notre part. Parce que le ministère de l'économie et des finances fait beaucoup d'efforts justement, pour permettre qu'il y ait une période justement transitoire où il n'y a pas de taxes, d'impôts. Hein, donc il faut qu'on communique davantage sur ces éléments-là. Vous savez que le Bénin, en matière d'amélioration du climat des affaires... Cette période, c'est combien de temps ? Chaque année, la loi de finances permet justement de déterminer une période. Hein, normalement, lorsque vous créez votre activité, pendant un an, vous ne payez rien. C'est là qu'à minima, vous passez l'année sans avoir rien payé. Donc, on vous laisse le temps, en fait, de poser votre activité. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est non seulement, il faut communiquer là-dessus, mais surtout informer que le gouvernement est cohérent dans son dispositif parce qu'on crée des entreprises, mais beaucoup d'entreprises meurent. Les entreprises meurent parce qu'ils n'ont pas de marché. Exactement. Les entreprises meurent parce qu'elles sont mal gérées. Les entreprises meurent parce qu'elles n'ont pas accès au crédit. Et ils n'ont pas accès au financement. Bien sûr. Voilà. Et donc, l'Agence de développement des PME est là, justement, pour pallier cette difficulté que rencontrent les entreprises. Et donc, vous voyez que c'est un continuum qui permet de faciliter la création d'entreprises parce que la création d'entreprises permet justement d'accéder au crédit. Vous voyez, si vous restez dans le secteur informel, vous aurez du mal à accéder au crédit. Et si vous n'accédez pas au crédit, vous ne pouvez pas faire développer votre entreprise. Et donc, on facilite la création d'entreprises
on met en place, on permet justement à des entreprises de pouvoir importer des équipements sans payer de droits de douane. On permet également à des entreprises de pouvoir bénéficier d'exonérations d'impôts sur les sociétés pendant entre 5 ans et 7 ans. Donc, vous êtes libre de tous impôts et taxes lorsque vous créez votre société et que votre activité est liée à la transformation dans notre pays. Donc, je reviens vraiment sur ces éléments en fait de transformation pour dire que notre pays a changé complètement son braquet en matière économique et que notre priorité, c'est vraiment le développement de la transformation dans notre pays. D'accord. Nous allons finir l'entretien dans quelques minutes, Monsieur Laurent Gangbès, mais je voudrais quand même chercher à savoir ce que vous êtes allé faire à Paris récemment dans le domaine justement du développement des petites et moyennes entreprises. Alors, vous voyez, ce qu'on essaie de faire, et je pense également c'est la marque du gouvernement, c'est de faire en sorte que ce que nous ne savons pas, nous allons le chercher ailleurs. Vous êtes allé chercher quoi, concrètement? L'expertise. Il y a des gens qui font ça depuis des années. Sur le plan national, c'est ça? Ici, il y a des expertises sur le plan national, mais d'autres ont commencé sur ces sujets-là bien avant nous. Et donc, on est allé voir comment ils étaient organisés, comment ils faisaient. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. Certainement. Les réalités ne sont pas les mêmes. Mais ils ont une pratique de l'accompagnement des entreprises qui nous pousse à aller voir comment ils font. Et donc, notre mission a été, c'était un voyage d'études. On a été chez Business France pour voir comment ils étaient organisés. On a été chez BPI, Banque Publique d'Investissement, qui font exactement la même chose que nous. À part qu'ils ont la banque en plus, mais exactement, ils accompagnent les entreprises comme nous, on accompagne les entreprises. On a été à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour voir comment ils étaient organisés dans l'accompagnement qu'ils donnent aux entreprises. Nous avons été chez Action Internationale, qui est une ONG qui travaille également dans l'accompagnement des entreprises, et nous avons été voir également une factory qui travaille sur l'incubation des entreprises dans de nouvelles technologies. Nous avons vu comment ils travaillent. Et donc, nous avons été avec des collaborateurs de la DPME pour les sensibiliser justement à tous ces éléments-là. Et donc, pour nous, c'était très, très, très important d'avoir fait ces 5 jours à Paris et avoir parcouru un peu, et nous avons assisté à un événement qui s'appelle le BIG, qui est en fait, c'est le regroupement de tout ce que l'écosystème compte en France et en Europe de start-up. Et donc, nous avons vu comment ces start-up étaient structurées, comment ils étaient organisés. Et donc, l'idée, c'est de prendre des idées pour venir implémenter dans notre pays. Et ça, c'est très important pour nous parce que notre agence, je le répète, c'est une agence en naissance et en croissance. Et donc, nous devons nous inspirer de tout ce qui a fait le succès de tous les autres agences dans le monde. Et vraiment, nos collaborateurs, auxquels je voudrais rendre hommage, les collaborateurs de la DPME, c'est du personnel qui est disponible. Vous avez dit tout à l'heure quels sont les critères pour qu'on puisse venir à la DPME. Vous tapez à la porte, vous allez voir des gens qui vont vous accueillir avec le sourire, qui vont s'asseoir avec vous, qui vont qualifier votre demande. Et qui vont vous s'engager à vous répondre dans quelques jours. Et donc, ça, c'est très important. D'accord. Est-ce que les personnes âgées peuvent déposer des propositions de création d'entreprise ou de compte de l'âge? Non, il n'y a aucune question d'âge. Jeunisme, on n'en fait pas. Vous savez qu'il y a de l'expertise, de l'expérience chez des personnes qui ont un certain âge. Donc, oui, mais on dit souvent qu'à un certain âge, il y a certains projets qu'on n'a pas. Mais nous recevons des personnes qui sont très âgées et qui ont des projets mais passionnants. Passionnants. Vous lisez tous ces projets, vous dites c'est pas possible. C'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison parce que là, vraiment, il y a du business, il y a la création d'emplois, il y a la création de valeur. D'accord. Je vous laisse le soin de conclure notre entretien. Monsieur le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, Monsieur Laurent Gangbès, nous avons terminé. Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Vous savez que c'est une agence qui est sous l'autorité du ministère des PME, du ministre Kérékou, et qui porte beaucoup d'espoir de développement de notre pays, parce que c'est le secteur privé qui va créer la valeur. Et donc, le gouvernement a confié à cette agence une grande responsabilité, celle de faire en sorte que, quel que soit là où vous vous situez sur le territoire national, quelles que soient les idées que vous pouvez avoir par rapport au développement d'un business, quel que soit votre âge, votre formation,
vous puissiez trouver votre appartenance religieuse, politique et tout. Vous puissiez trouver un lieu, un guichet unique. Une réponse. Une réponse à votre préoccupation. Et nous avons, vous savez, également la responsabilité d'aider les entreprises en difficulté également. Les entreprises peuvent être en difficulté parce qu'ils ont des dettes, parce qu'ils n'ont pas de marché, le marché s'est cassé la gueule. Et donc, bien évidemment, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous écouter, pour vous conseiller. Et on met systématiquement à votre disposition une structure d'accompagnement qui va structurer votre projet, qui va le présenter en comité et qui va déclencher le processus d'accompagnement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Gambès. Je ne sais pas s'il faut laisser un numéro de téléphone ou une adresse précise pour que ceux qui nous écoutent, ou une adresse Internet pour entrer en contact avec vous. Si oui, vous laisserez ça à notre disposition. Absolument. Après, nous allons passer ça. Absolument. Je le demande à mes Réalo. On va passer ça en bande défilante pour que les gens aient beaucoup d'informations sur les adresses auxquelles ils peuvent vous joindre. Merci, Monsieur Laurent. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, pour votre aimable attention. Vous savez désormais tout et absolument tout sur l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. La balle est désormais dans votre camp. Jouez-la comme vous voulez, pourvu que notre pays puisse se développer. À dimanche prochain, toujours avec le même sourire, avec le même plaisir. Bon appétit à chacun et à tous.